Voilà pour ces portraits des femmes et des hommes du centre d'appel dédié au Covid-19. Merci à eux de nous écouter et de nous rassurer. Bonsoir, Monaco face au Covid-19, émission spéciale crise sanitaire numéro 9. Moins il y en aura, mieux ce sera. Johanna vit sur le rocher et elle nous a envoyé une vidéo racontant son quotidien pendant le confinement. Bonjour, donc tout d'abord je me lève vers 8h30, 9h, donc j'allume mes petites lumières tranquillement. Après je me brosse les dents et les cheveux. J'ouvre mon ordinateur pour voir les devoirs que j'avais à faire, donc cette fois c'était de la SVT. Donc je le fais et après je regarde un peu Netflix, donc je regarde ma série 13 Reasons Why que j'adore, c'est vraiment trop bien. Après je mange mon midi, donc une petite salade. Et après je regarde les devoirs qui me restent à faire et je mange un petit goûter. Je fais l'entraînement de gym que j'ai à faire, donné par les entraîneurs. Après, vu que j'ai transpiré, je vais à la douche et je mange mon dîner, donc c'était des pâtes. Et après, je vais me coucher, je regarde un peu mon téléphone et Netflix. Voilà. Et pendant ce temps-là, dans certaines familles confinées, les enfants organisent des spectacles. Corona, Corona. On est confiné, Finé, McDo est fermé, fermé, qu'est-ce qu'on va bouffer? Corona, Corona. Corona, voilà, c'est entraînant, mais vivement quand même que ça s'arrête. Au sommaire de ce numéro, les chantiers. Parmi les mesures prises par le prince pour faire face au coronavirus, la fermeture de tous les chantiers publics de Monaco. Certains grands chantiers privés, en revanche, ont continué. Nous serons en duplex dans un instant avec Patrice Pastor, le président de JB Pastor et Fils, depuis le chantier de l'extension en mer. Face à la pénurie de masques, la résistance s'organise et des entreprises monégasques se montrent solidaires. Le fabricant de maillots de bain Banana Moon ou encore le fabricant de drones MC Click se sont retroussés les manches pour fabriquer des masques. Ils nous expliqueront cela. Et puis, nous nous rendrons en Italie qui entrevoit une lumière au bout du tunnel. Nous ferons le point avec Alban Micosi, le correspondant de France Télévisions à Rome. Mais tout de suite, faisons un point info avec Alexandra Pani. Bonsoir Yann Anthony. Retour dans ce point d'information sur la prime de 1 000 € annoncée par le ministre d'État. Le prince Albert II a souhaité qu'une prime exceptionnelle soit versée à tous les agents du service public mobilisés par la crise du coronavirus. Le périmètre et les modalités seront arrêtés la semaine prochaine, mais le principe est acté. Une manifestation, je cite, de la gratitude de l'État. Le conseiller de gouvernement pour l'Intérieur, Patrice Célario, a précisé qu'il n'y aura pas de durcissement des mesures de confinement, mais sachez qu'il apportera des précisions dans les prochains jours. Pas d'inquiétude d'ailleurs du côté des marchés. Il n'est pas prévu qu'ils soient fermés, mais des agents de la sûreté publique distribuent régulièrement, comme vous pouvez le voir à l'image, des plaquettes informatives sur les attitudes et les gestes barrières à adopter lors de ces courses et pour les commerçants. L'on a appris la semaine dernière que la consommation d'ibuprofène ou de corticoïdes pouvait aggraver l'infection. La vente de paracétamol a donc grimpé dans les pharmacies. Comme en France, il a donc été décidé de limiter la vente de ces produits en l'absence d'ordonnance à 2 paquets pour les personnes présentant des symptômes de fièvre ou de douleur et à 1 boîte pour les personnes déclarant avoir d'autres symptômes, voire aucun. Merci Alexandra. La fermeture ou non des chantiers privés a fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours. Au cœur des discussions, les chantiers Pastor restaient ouverts. Le président de JB Pastor et Fils a accepté de répondre à nos questions. Bonsoir Patrice Pastor. Bonsoir. Alors, vous êtes carrément sur votre chantier là pour le duplex. Oui, sur mon chantier. Je pense qu'il était important de communiquer et d'envoyer un message fort. Certains chantiers tournent et je pensais que c'était important d'être en situation. Alors, précisément, c'est pour ça que c'est très intéressant de vous avoir dans cette émission Monaco face au Covid-19 ce soir, parce qu'il y a quand même une petite polémique autour des chantiers, ça ne vous aura pas échappé, Patrice Pastor. Vous, avant le début de cette crise sanitaire, combien de chantiers aviez-vous en cours en principauté ? Alors, je dirais que de chantiers conséquents, environ une vingtaine. Une vingtaine de chantiers, très bien. Une vingtaine qui
sur lequel interviennent 800 salariés en CDI de notre entreprise, de nos entreprises. Et puis évidemment, avec les sous-traitants, on peut envisager à peu près un nombre de 1200 à 1300 personnes en total. D'accord. Donc, votre activité fait vivre 1200 personnes. Maintenant, une fois que les autorités monégasques ont dit qu'il fallait stopper les chantiers, ils parlaient essentiellement des chantiers d'État, des chantiers publics. Les chantiers d'État ont donc été arrêtés. Beaucoup d'entrepreneurs ont stoppé aussi des chantiers privés. Et vous avez souhaité maintenir certains chantiers. Lesquels avez-vous maintenus? Je pense qu'il faut faire la distinction entre deux choses. Ce qui est autorisé et quelle est la réalité. D'accord. À Monaco, la décision qui a été prise par le souverain, c'est d'arrêter tout chantier public, en effet, et de maintenir en activité les chantiers privés. En tout cas, de laisser la possibilité. D'accord. Donc liberté d'action pour les entrepreneurs. La raison pour laquelle les chantiers publics ont été stoppés, c'est pour des questions sanitaires et aussi en raison des troubles sonores pour les riverains, parce que demander aux gens de vivre chez eux, d'être confinés chez eux et en plus de subir les travaux toute la journée, c'était juste pas possible? Ouais, vous avez raison, ouais. Je pense qu'il y a évidemment cette situation-là. Et c'est d'ailleurs pas un hasard aujourd'hui si les opérations qui sont en cours sont particulièrement en dehors des zones qui sont habitées ou en tout cas ciblées. Donc vous, les chantiers, Patrice Pastor, que vous avez maintenus, les 3 grands chantiers, c'est la place du Casino, l'extension en mer et le palais de la plage. Pourquoi avez-vous maintenu ces 3 chantiers? Bon, alors, premièrement, c'est une décision qui a porté sur des sujets stratégiques. Donc la stratégie qui a été adoptée, elle est assez simple. Pour ce qui est de la place du Casino, c'était d'impérativement terminer l'aménagement de la place avant l'ouverture de l'hôtel et de toute la partie restauration du Casino quand viendront les jours meilleurs. Et espérons le plus tôt possible. Oui, la SBM qui en aura grand besoin, parce que Jean-Luc Biamonti était notre invité hier, il nous a dit que 92% du chiffre de l'affaire de la SBM, voilà, les machines étaient à l'arrêt. Les machines sont à l'arrêt, en effet. Donc il s'agira d'être prêt quand les machines repartiront, et c'est bien dans ce cadre-là qu'on a tous ensemble pris la décision de continuer de terminer cette place. D'accord. Globalement, elle sera terminée en 15 jours. Très bien. L'extension en mer, vous trouvez? Stratégique. Oui. Tout à fait, on y est. C'est le Marais-Terra, c'était l'extension en mer. Là, c'est une stratégie complètement différente. Marais-Terra, c'est l'avenir économique de la principauté. C'est pas tout l'avenir économique, mais en tout cas dans le milieu de l'immobilier, c'est l'opération qui historiquement aura rapporté le plus de revenus à l'État. Et je n'ai pas besoin de m'étendre sur le sujet pour vous dire combien il est important de continuer et de garder une activité. Autour de moi, vous verrez vous pouvez voir qu'on a maintenu les activités essentielles, c'est-à-dire limitées à ce qui est vraiment critique dans notre avancement. Et petit à petit, dans les semaines à venir, on va augmenter les effectifs en fonction de la préparation, parce que j'aimerais y revenir, j'aimerais expliquer pourquoi on a pu maintenir en activité ces chantiers, pourquoi c'est important aussi de les maintenir. Il y a plusieurs entrepreneurs qui interviennent sur ce chantier. Bouygues, par exemple, eux, ils ont arrêté dans un premier temps. Bouygues ont arrêté à un niveau mondial. Oui. Ils ont arrêté une petite semaine et demie jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'en France notamment, les autorités ont clairement spécifié qu'il n'était pas question d'arrêter l'industrie et le bâtiment. Et ça, c'est quelque chose de très clair et que tout le monde a bien compris. Donc aujourd'hui, la machine se remet en marche, doucement, parce que c'est très difficile de remettre en route une machine pareille. Et dès demain, on va accueillir à nouveau les effectifs de Bouygues sur Marais-Terra, sur l'extension en mer, avec une montée en puissance à partir de la semaine prochaine. Très bien. Et concernant le troisième chantier palais de la plage, qui est hyper important en termes de stratégie, c'est de l'Arvoto. J'aimerais en dire 2 mots. D'accord. Pourquoi? Parce que c'est une opération qui se trouve en bord de mer, 400 mètres de plage, pas de liaison avec le public. Et il faut reprendre ce chantier avec un effectif réduit, dans des conditions de sécurité, évidemment.
mais il ne faut pas priver la population monégasque à la fois des plages, au moins de la partie de plage pour la saison estivale 2020, quand, espérons-le, on pourra reprendre une vie normale, et puis surtout quand en 2021, pour la période estivale, avec l'ouverture des commerces, et puis le retour à la vie, parce qu'il faut y penser et être prêt. Il faut que économiquement on soit en place, et donc il faut faire les efforts maintenant. Patrice Pastor, quelles sont les mesures de sécurité que vous avez mises en place pour vos ouvriers, pour vos collaborateurs? Alors, les mesures qu'on a mises en place, on les a discutées. On a échangé avec les services de l'État. On a fait finalement ce qui se fait en France depuis quelques heures, la production d'un guide pratique et qui explique toutes les mesures qui sont mises en place. C'est pratiquement que des mesures pratiques. C'est premièrement équiper les compagnons, masques, gants, du gel à profusion à l'entrée du chantier, dans les cantonnements, sur les lieux de travail. C'est principalement la diminution du nombre de personnel par rapport à la place disponible dans les cantonnements. C'est déjeuner à l'air libre quand on peut. Aujourd'hui, on a encore tous déjeuner à l'air libre, d'accord. C'est pas de personnel qui va chercher son repas. Donc, on fait livrer des repas par un traiteur monégasque. Et je salue M. Costa qui nous donne vraiment un coup de main formidable, d'ailleurs. Et puis ensuite, c'est de la discipline. C'est faire rentrer les gens un par un, les faire sortir un par un, leur expliquer combien les gestes sont importants. Et donc, c'est beaucoup de formation, c'est beaucoup d'attention, voilà. Et ça, on le doit et on doit le faire. Et ils viennent travailler. Aujourd'hui, on a une obligation de moyens, hein, donc pas de on résultat. n'arrivera jamais au 100%. Mais en tout cas, on fait notre possible. Donc vous partez du principe que le risque zéro n'existe pas et donc on est dans une obligation, une logique d'obligation de moyens. Maintenant, vos ouvriers, ils viennent travailler volontiers? Mes ouvriers, oui, ils viennent travailler volontiers. Oui. Ou vous devez les convaincre, ou est-ce que vous leur accordez des primes, Non. ou comment ça se passe? Non. Les ouvriers, ils viennent travailler volontiers. Je ne suis pas leur représentant syndical, je vous remarquable. pose des questions qui se posent, parce que par exemple, les membres de Ouais, l'administration à Monaco, ça a été annoncé dans les colonnes de Monaco Matin ce matin par le ministre d'État, vont bénéficier d'une prime de 1 000 € pour ceux qui travaillent. Donc c'est pour ça que je vous pose la question. L'ambiance au sein de notre entreprise, elle est particulière. D'accord. Ça veut dire les 800 quoi, salariés en CDI chez nous sont garants par 100% de leur salaire, qu'ils travaillent ou pas. D'accord. Quand on a demandé qui voulait venir travailler, franchement, ça a été très facile. Bon, tout le monde a levé la main, très bien, avec du gel hydroalcoolique. En attendant, il y a quand même une polémique en ce moment, Patrice Pastor. Quand je lis dans les colonnes de Monaco Hebdo, l'un de vos principaux concurrents, Antonio Caroli, qui lui a stoppé ses chantiers parce qu'il ne pense pas pouvoir garantir des mesures sanitaires adéquates pour ses ouvriers, et qu'il voit que vous continuez, il dit « chacun opère selon sa conscience ». Patrice Pastor, comment vous réagissez? Bon, premièrement, basiquement, je vous dirais que c'est beaucoup plus facile d'arrêter un chantier quand on n'en a qu'un que quand on en a 20. Ça, c'est factuel. Deuxièmement, les notions de conscience de M. Caroli, je m'assois un peu dessus, en fait. Mais plus sérieusement, je vous dirais que je suis un patron responsable. Je sais la responsabilité que j'ai vis-à-vis des 800 familles qui comptent sur moi. Et je sais surtout que si je ne me mets pas à produire, je vais rendre encore plus difficile la machine économique lorsqu'il s'agira de se remettre en route. Et la machine économique monégasque, il ne faut pas penser qu'elle soit si robuste. Et cet arrêt brutal qu'on vit actuellement va laisser des traces. Si je peux me permettre de ne pas être celui qui va laisser des traces, ce sera bien. Donc, pour vous, le courage est du côté de ceux qui continuent, pas de ceux qui arrêtent alors? Moi, je pense que je suis plus courageux là où vous me voyez sur mon chantier avec mon personnel qu'à ma maison de campagne. Bon,
Très bien. Merci Patrice Pastor pour votre franchise tout d'abord et puis d'avoir participé à cette émission Monaco face au Covid-19. Merci à vous. Merci. Sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, il n'y en a que pour le coronavirus. Voici le best-of des réseaux sociaux. Enfermé, confiné, je ne sortirai plus jamais. Because of coronavirus, you are going to be quarantined, but you have a choice. Do you A, quarantine with your wife and child, or B, Enfermé, confiné, et je dois télétravailler. Thank you for coming, Chin Chin, Chin Chin, Chin Chin. Thank you, Chin Chin guys, Chin Chin, Chin Chin, Chin Chin. Les masques sont devenus une denrée rare. Les pharmacies sont en rupture de stock depuis longtemps et les réserves disponibles sont allouées aux professionnels de la santé. Mais il faut également pouvoir équiper, entre autres, les métiers de service à la personne. Et, contre toute attente, les sociétés qui, en temps normal, fabriquent des maillots de bain ou des drones se sont mises à fabriquer des masques. Nous rejoindrons le jeune entrepreneur et patron de MC Click, Erwan Grimaud, dans un instant, mais tout de suite direction le siège de Banana Moon où nous attend la responsable de production. Bonsoir Raymond Vèvre. Bonsoir. Alors, vous, chez Banana Moon, chez MC Company, vous vous êtes dit, tiens, en ce moment, on ne va pas vendre beaucoup de maillots de bain, on va en profiter, on va fabriquer des masques. Alors non, pas vraiment, c'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé dans la réalité. Dans la réalité, on a été contacté par la DAS qui nous a demandé si nous avions un peu d'expertise pour faire des masques, nous a envoyé le modèle qu'on a copié. Bon, évidemment, dans le maillot de bain, on n'a pas des cotons avec exactement les directives, la spécificité demandée par la DAS, à savoir, il nous fallait un coton qui est de 80 fils, c'est un peu technique, mais bon, 80 fils centimètres carrés. Donc, on s'en est procuré à toute vitesse. Les transporteurs nous ont beaucoup aidés, les fournisseurs aussi. Tout le monde a été extrêmement mobilisé. Et on a commencé, on a fait un patronage de masques, qui n'est pas vraiment notre expertise. Vous avez conçu vous-même un modèle? Ou vous vous êtes basé sur quelque... D'accord. Sur directive de la DAS et sur un modèle remis par la DAS. C'est du 100% coton, c'est 100% coton, entièrement lavable à plus de 60 degrés, c'est ce qu'a demandé la DAS, etc. Donc on est bien resté sur ces directives. Et surtout, voilà, moi j'ai appelé ça un masque social, évidemment. Ça n'est pas un masque technique, donc moi je l'ai appelé masque social. Vous appelez ça masque social, pas technique, parce qu'en fait, alors, ce n'est pas un masque, comme on a beaucoup entendu parler, des fameux masques FFP2. Donc, les masques que vous produisez ne sont pas destinés au personnel soignant, c'est plutôt pour les personnes qui travaillent au contact de personnes âgées ou de personnes vulnérables, c'est ça? Oui, tout à fait, et puisque la DAS a appelé tous les métiers de bouche. Voilà, tous les gens qui travaillent aujourd'hui pour préparer les repas à l'hôpital, les maisons de retraite, etc., etc. C'est un masque qui protège de postillons, mais pas technique, effectivement. D'accord, ce sont des masques anti-projection, mais qui ne sont pas homologués. Exactement. Comment quand on... Alors, je plaisantais au départ en disant, bon, voilà, vous vous êtes dit, on va arrêter de faire des maillots de bain, on va faire des masques. Comment vous vous adaptez? Est-ce que votre outil de production est facilement adaptable? Comment vous avez fait? C'est surtout notre personnel qui a été très enjoué pour cette, si j'ose dire, dans les circonstances, mais très enjoué, très enthousiaste pour faire ces masques. C'est vrai qu'elle faisait des maillots de bain, hein, on appelle ce métier des prototypeuses, donc elles savent faire du maillot de bain, donc elles savent coudre à la machine, et ce sont des filles d'expertise. On a un tout petit atelier à Monaco d'une dizaine de personnes. Et elles sont même que 7 aujourd'hui sur la chaîne pour faire les masques. Et elles sont revenues pour travailler parce que j'imagine qu'elles devaient être confinées. Et elles sont revenues pour faire les masques? Elles sont revenues, malgré la peur, malgré tout, elles sont revenues. Elles sont mères de famille, elles sont comme tout le monde. Alors elles travaillent avec elles-mêmes leurs propres masques. Et on sort 800 à 1000 masques par jour aujourd'hui. 1000 masques par jour.
que la DAS vient récupérer à midi tous les jours et tous les jours à 5 heures. Que vous vendez à la DAS, que vous donnez à la DAS, comment ça fonctionne? Non, ça n'est pas une opération commerciale. C'est pas du tout. Voilà, aujourd'hui, on ne parle pas du tout de facturation. Peut-être le tissu n'a pas été gratuit, bien sûr, mais ça, il appartient à ma direction de décider ce qui va être fait. Mais une chose est absolument certaine, ça n'est absolument pas une opération commerciale. Chapeau, Raymond Devèvre, bravo pour cette initiative, bravo à votre prototypeuse. Je viens d'apprendre un nouveau mot et heureusement qu'il y a une véritable chaîne de solidarité. Merci Raymond Devèvre. Maintenant, on va du côté de chez MC Click. Bonsoir Erwan Grimaud. Bonsoir Yann Anthony. Alors vous, de votre côté, dans votre atelier de fabrication de drones en temps normal, eh bien vous êtes mis à fabriquer des masques. Expliquez-nous. Alors, on a des imprimantes 3D à l'intérieur de ces clics qui sont fabriquées par la société Volumi qui nous aide pas mal. Et après, plein de demandes personnelles d'amis à moi qui voulaient qu'on les utilise et qui m'ont dit il faudrait que tu fabriques des masques, il n'y en a pas, etc. Et j'étais pas trop chaud. Et ben, je me suis dit bon, ben, pourquoi pas, faute de rien, ça sera toujours pas mal. Donc, on s'est mis à fabriquer des masques. Alors, on a téléchargé certains fichiers qui sont sortis sur Internet et après, on a fabriqué nos propres masques qu'on a dessinés. Vous pouvez nous montrer quelques masques, là on les voit sur les images, mais vous en avez avec vous? Alors, j'en ai avec moi. Alors, il y a plusieurs types. La version dégradée, je dirais, qui est le masque à filtration avec un filtre coton, un filtre à café et différentes choses. Alors, c'est ce que vous appelez dégradé. Qu'est-ce que vous appelez dégradé? Étant donné qu'on n'a pas de normes, on ne peut pas dire à quelle hauteur ça protège ou ça ne protège pas. D'accord. À l'inverse des autres masques. Ce que vous faites, ce n'est pas homologué. C'est-à-dire que ça rend service, clairement, mais ce n'est pas homologué. Ça ne peut pas être utilisé par du personnel soignant au CHPG, en gros, pour schématiser. Alors, de 1 et de 2, on ne sait pas quel est le taux de filtration, en fait. C'est sûr que c'est toujours mieux que se mettre une écharpe devant le visage, mais on ne sait pas à quelle hauteur ça va filtrer. À l'inverse des autres masques que j'ai là, voilà, où on a adapté en fait cette partie-là, où là les cartouches, c'est pas nous qui les fabriquons, c'est 3M, elles ont déjà une bonne filtration, et on vient mettre une protection APEC, et là on a une filtration à la norme FFP2, FFP3, qui fonctionne. Ces cartouches, vous arrivez à en obtenir? Alors là, j'en ai plus. Toutes celles que j'avais, je les ai distribuées. C'est le problème, c'est pour ça qu'on est passé sur l'autre modèle et qu'on essaie de faire ça. Et on a adapté sur notre modèle existant souple, pour les forces de l'ordre, pareil en mode dégradé, des cartouches en fait un quart de tour pour qu'ils puissent les remplacer plus rapidement. Erwan Grimaud et le système D, vous êtes formidable. Alors c'est vos copains, vous me dites, qui vous ont dit Erwan, utilise tes imprimantes 3D, etc. Aujourd'hui, vous en produisez combien par jour déjà? Alors, on en produit une vingtaine. Donc moi, je voulais participer aussi à l'effort de solidarité et tout ce qu'elle est avec. Je ne suis pas fabricant de masques. Donc, je me suis dit, non, on ne va pas commencer à les vendre, ça ne sert à rien. Donc, ils sont tous gratuits, on les fabrique. Les gens qui en veulent, c'est du bouche à oreille, ils viennent, je leur en donne. Ils signent une petite décharge, comme quoi ils comprennent que ce n'est pas un masque qui a une norme. Et que, voilà. Et voilà, après, c'est une situation d'urgence. Donc, ça n'a pas été demandé par personne, c'est vraiment l'initiative personnelle. Mais je pense que tout le monde fait du super boulot, le département, le gouvernement, tout le monde s'emploie, vous-même. Il y a un vrai effort de collaboration et solidarité. Bon, ben voilà, j'essaye de mettre ma pierre à l'édifice. Eh bien, chapeau, bravo Erwan Grimaud. Ça vous coûte combien à la matière première? Je ne vais pas compter la main-d'œuvre, mais si vous en sortez 20 par jour, 30 par jour, ça... En fait, on va dire que voilà, en comptant l'électricité, différentes choses, on va être à 7 €, entre 4 et 7 €. C'est très difficile. Entre 4 et 7 € pièce. Bon. Merci Erwan, à bientôt. Merci vous aussi. Allez, c'est parti pour les infos pratiques avec Alexandra Pani. Et l'on commence ce point information pratique, Yann Anthony, par une bonne nouvelle. Elle nous vient d'un cabinet de recrutement, Jumpwork, basé sur Paris, mais qui possède également une branche dans la région. Il nous affirme que malgré la crise sanitaire, le secteur bancaire
continuent de recruter et certains établissements ont ainsi fait le choix de se positionner vers l'avenir. Des postes en CDI sont proposés. Donc si vous êtes à la recherche d'un emploi dans ce secteur, n'hésitez pas à envoyer vos CV et lettres de motivation. Nous vous parlions des livraisons alimentaires par les commerces du marché ou encore des produits pharmaceutiques livrés par les bénévoles de la Croix-Rouge monégasque, car la livraison est évidemment un très bon moyen de limiter ces déplacements et de continuer à faire vivre les petits commerçants. Et en cette période de confinement, avec le télétravail et surtout les cours scolaires à la maison, les fournitures papeterie peuvent manquer. La Grande Papeterie et l'Alphabet proposent donc un service de livraison à domicile pour leurs clients professionnels, mais également pour le grand public. Il suffit de les contacter par téléphone ou par email pour passer votre commande. Apparemment, les cartouches d'encre rencontrent un franc succès. Autre information pratique et signe de solidarité de la part des taxis de Monaco, si vous êtes bénéficiaire des aides de la mairie ou des services sociaux monégasques et que vous devez vous déplacer pour des soins médicaux, ils proposent de vous transporter gratuitement. La sécurité des chauffeurs et des personnes transportées est prise avec beaucoup de sérieux. Les véhicules sont nettoyés entre chaque client avec un produit antibactérien et les chauffeurs sont à présent équipés de masques anti-projection offerts par la société MC Click. Merci Alexandra. Direction l'Italie à présent pour faire le point sur place dans le pays le plus sévèrement touché par le Covid-19. Nous retrouvons le correspondant de France Télévisions. Bonsoir Alban Micosi. Bonsoir. Merci beaucoup de nous faire l'amitié d'intervenir dans cette émission Monaco face au Covid-19. C'est intéressant, vous êtes en Italie où c'est l'hécatombe, vous parlez aux Français, nous à Monaco on est pile entre les deux. Vous êtes, je disais en première ligne, 75 000 cas. 7 500 décès en Italie. Comment vous expliquez cette hécatombe ? Il y a plusieurs raisons. Ce qui est sûr, c'est que l'Italie a été le premier État européen touché, on va dire, dès la fin du mois de février. Il y a eu ce foyer à Codogno qui au départ concernait 3 personnes, puis le lendemain 28, puis le lendemain une centaine. Autant vous dire que vous voyez comme ça le taux de contagion il est exponentiel de cette maladie. Et puis très vite, il y a eu des décès. Alors les premiers décès, on s'est dit, c'était des personnes âgées. L'hôpital de Codogno a fait des erreurs, ce que l'hôpital reconnaît aujourd'hui, en mélangeant des patients atteints du Covid qui étaient plutôt jeunes et bien portants avec des personnes âgées qui avaient déjà des affections lourdes. Moralité, ils ont tué les personnes âgées qui étaient juste à côté. On va dire ça, c'est vraiment le schéma du tout départ. Mais très vite, la maladie sort de cette zone et on s'aperçoit qu'il y a des cas dans toute la Lombardie, puis dans toute l'Émilie-Romagne, puis dans tout le nord de l'Italie. Et les cas, ils avancent de manière exponentielle, on va dire, jusqu'à ce lundi, où on commence à s'apercevoir que le nombre de cas augmente certes, mais beaucoup moins qu'avant, ce qui tente à prouver que les mesures de confinement ont un intérêt. Justement, le confinement, je vous écoute, Alban Micosi, notamment sur France 2, sur les antennes de France Télévisions. Les Italiens dans les grandes villes, ils ont l'air de respecter les mesures de confinement. Oui, c'est vrai. Pour vous donner une idée, il y a eu 2 500 000 opérations de contrôle de la police et 96 000 infractions. Ça veut dire un taux compris entre 2 et 3%. Donc vraiment très très peu d'infractions. Les Italiens comprennent que c'est essentiel de pratiquer cette distanciation qui leur permet de ne pas mettre en danger autrui et de ne pas se mettre en danger soi-même. Et ça, c'est un message qui est bien passé. Alors, initiative rare finalement dans le métier, Alban Micosi, avec vos confrères correspondants de la presse française à Rome, vous avez publié une tribune dans Libération pour alerter la population française, pour alerter les autorités françaises et dire « Attendez, ne prenez pas cette menace à la légère ». Oui, il faut se replacer dans le contexte. C'était il y a une quinzaine de jours. Nous, en Italie, on était déjà très sérieusement touchés et on voyait les personnes décédées par, à l'époque, dizaines, aujourd'hui centaines, tous les jours. Et on voyait en France que les gens disaient « Oui, mais c'est une petite grippe, ça passera pas les Alpes, il suffit de fermer la frontière ou d'autres choses de ce niveau-là ». Et très vite, il nous est apparu important de dire aux Français « Attendez, là, on est face à une pathologie qui est un peu différente de celle qu'on a l'habitude de pratiquer. Non, ce n'est pas la grippe saisonnière. La grande différence, c'est que
cette maladie, elle est extrêmement contagieuse. On le sait aujourd'hui, même les Chinois nous ont baladé sur le taux de contagion. C'est une maladie extrêmement contagieuse. Contagieuse au niveau, par exemple, de la rougeole. Lorsqu'un enfant avait la rougeole dans une classe, on le mettait en quarantaine. Et bien aujourd'hui, on est face à ce type de contagion-là. C'est-à-dire que lorsque une personne dans un groupe est positive, ça suffit pour rendre très rapidement tout le groupe positif. Donc on est face à une maladie qui est extrêmement contagieuse. Ça, on voulait le dire aux autorités françaises et surtout à la population française, parce qu'on voyait des images à ce moment-là de gens qui étaient dans les cafés, de restaurants, qui disaient « mais non, mais c'est rien, ça va passer ». Alors, c'est pas rien. C'est un type de maladie auquel on n'était pas jusqu'alors confronté. Donc vous pensiez que c'était de l'insouciance du côté français, avec un peu des idées reçues. C'est un peu les Français qui se disent « ouais, bon, les Italiens, c'est pas tout à fait pareil, nous, on saura mieux gérer ». Il y a un peu de ça. Au départ, c'était la Chine. Et la Chine, c'est très très loin. Les Chinois, vous savez, est-ce qu'ils pratiquent vraiment l'hygiène? Ils mangent des animaux, etc., etc. On a entendu des choses comme ça. Après, c'était l'Italie. Oui, mais le système italien, il est moins bien géré que le nôtre. On sait très bien qu'en Italie, c'est toujours un peu la panique, etc., etc. Bon, enfin, visiblement, ça touche des là, villes là où ça donne Bergame. raison aux autorités françaises, c'est que le premier foyer en Italie, effectivement, c'était pas bien géré. Non, c'est vrai. Dans le cas de Codogno, de cette petite ville, il y a eu des erreurs de commises. Mais quand on est face à une situation comme celle de la ville de Bergame aujourd'hui, Bergame, c'est 120 000 habitants. On estime qu'à peu près 20% de la population a le Covid et des malades, il y en a des milliers. Vous vous rendez compte? Donc, on n'est pas dans le schéma d'erreurs commises par les autorités locales. On est face à une maladie qui pose de véritables problèmes de santé publique. Et Bergame, c'est le nord de l'Italie, ce sont des régions riches. L'hôpital, moi je l'ai visité, il est moderne. Bergame, c'est une ville qui n'a pas grand-chose à envier à la ville de Lyon, par exemple, ou à la Côte d'Azur. Bergame, c'est pas moins bien géré que ne peut l'être Nice, Cannes ou Lyon. Est-ce que l'Italie aujourd'hui, Alban Micosi, et je ne vais pas prendre trop de votre temps parce que je sais que vous êtes débordé et merci beaucoup de nous accorder quelques minutes, est-ce que vous considérez que l'Italie a encore une dizaine de jours d'avance par rapport à la France? Est-ce que vous pensez que les situations et les courbes sont parallèles? Alors, tout à fait parallèles, non. Il y aura a priori en France, dans la mesure où les mesures de confinement sont intervenues plus tôt dans la maladie, a priori moins de victimes. Je dis bien a priori parce qu'on ne va pas faire des calculs, des statistiques sur une matière aussi sensible que la vie d'un être humain. Même s'il existe des prédictions, même si les épidémiologistes font des prédictions mathématiques. Bien sûr. Mais en tout cas, ce n'est pas notre place de le faire. C'est leur métier. C'est leur métier. Nous, notre métier de journaliste observateur, il est de dire aux gens, voilà la situation. Effectivement, la France a pris un certain nombre de mesures. Après, nous, ce qui est marquant ici, c'est que, et j'espère que l'Italie a toujours des jours d'avance, parce que aujourd'hui, je vous parle vraiment à la date d'aujourd'hui, ça va un petit peu mieux. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que le nombre de nouveaux malades cesse de progresser, ou du moins progresse maintenant de 4, 5, 6% par jour, ce qui a deux effets et qui sont vraiment très importants, ils sont très nouveaux. Le premier, c'est que les hôpitaux du Nord, je pense à Milan, je pense à Brescia, je pense à Bergame, à Crémone, à autant de villes où le taux d'occupation était supérieur au nombre de places disponibles, eh bien, c'est plus le cas. Aujourd'hui, il y a plus de sorties de l'hôpital que de gens qui y entrent. Ce qui veut dire concrètement que les médecins n'ont plus à faire ce terrible choix entre les patients de qui va continuer à vivre, qui on va pouvoir traiter et qui on va abandonner au bord du chemin. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle. Et la deuxième, c'est que la ville de Codogno, dont je parle beaucoup parce que c'était le foyer de départ, la ville de Codogno, ça fait maintenant 1 mois qu'elle est en confinement total. Et bien, sur une zone de 50 000 habitants, il n'y a plus que 7 nouveaux cas de la maladie, 7 sur 50 000 en une semaine. Ça veut dire au moins que le foyer là-bas est largement en régression. Merci beaucoup Alban Micosi, au départ correspondant pour France Télévisions en Italie où on parle surtout du pape ou de la Dolce Vita et vous vous retrouvez comme correspondant de guerre en première ligne. Mais on admire beaucoup votre travail. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, un duplex réalisé avec l'aide de Romain Ténin. Merci. Monaco face au Covid-19, c'est votre programme. À vous de nous alimenter en rejoignant le réseau Malizia et à nous de vous informer 7 jours sur 7 à 19 h pendant cette crise. À demain sur Monaco Info.
4, 5, 6, 7, 8. Allez, c'est bon.